taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la sañ a attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Mamoudou Ibra Kane, merci, c'est un plaisir de vous accueillir à Objection. Merci d'être là ce dimanche. Merci Baye Omar, le plaisir est partagé. Ce dimanche, le micro change de direction. N'est-ce pas? Bonjour à toi, bonjour à l'ensemble des auditrices et auditeurs de Sud FM. Alors, je ne parle pas encore de l'ancien candidat. D'abord, faudrait-il vous présenter à l'opinion si c'est nécessaire pour rappeler que vous êtes l'administrateur du groupe E-Media Invest, également ancien directeur de ce groupe. Alors, 4 ouvrages à votre actif, 2 autobiographies et 2 essais. Le dernier, Le Sénégal et Mandela. Finalement, Mandela a-t-il un lien avec le Sénégal? Oui, parce que c'est une relation très forte. Souvenez-vous des années de lutte contre l'apartheid, avec l'emprisonnement de Nelson Mandela pendant près de 27 ans. Et Diouf qui avait même survolé le territoire sud-africain. Diouf, alors secrétaire général ou président en exercice de l'OUA, ancêtre de l'Union africaine, avait survolé les pays de la ligne de front, avec beaucoup de risques pour sa sécurité. Je pense que le Sénégal avait réussi à être le lead, en tout cas le leader de ce combat contre l'apartheid d'une certaine façon. Et de ce point de vue, l'ANC, Mandela en premier, avait beaucoup de respect pour l'engagement de notre pays dans ce combat. Et ce livre intitulé Le Sénégal et Mandela, le grand secret, c'était tout naturellement une confidence que le président Abdou Diouf nous avait faite, confidence que nous avons eue d'une autre personne, et ça nous a pris beaucoup de temps, des années, confirmé pour vérifier, recouper, et finalement, le président Abdou Diouf a confirmé cette information. Le président Mandela, qui était encore juste sorti de prison et qui n'était pas encore à la tête de la nation arc-en-ciel, avait sollicité le président du Sénégal, Abdou Diouf, pour un besoin urgent d'argent, pour ne pas justement être chassé, délogé de sa maison de Soweto, dans laquelle il vivait avec son épouse Winnie Mandela, et une sollicitation à laquelle le président Abdou Diouf avait répondu favorablement. Cela nous a permis justement de revisiter cette relation forte qui existait entre le Sénégal et l'Afrique du Sud, et plus particulièrement notre pays et Nelson Mandela. Alors la posture géopolitique du Sénégal ne date pas de maintenant. Oui, Mamoudou Ibra Kane, la transition est faite pour parler d'actualité, comme quoi il n'est jamais facile d'être dans l'opposition. Que l'on soit en Afrique, un peu partout dans le monde, c'est pas aussi aisé. Justement, nous parlons du Sénégal avec l'actualité brûlante, mais d'abord, vous, en tant que candidat, vous avez décidé de vous retirer. Les raisons, vous les aviez annoncées. Il y avait trop de candidatures, et désacraliser la fonction de présidentielle, ce n'était pas votre tasse de thé. Aujourd'hui, Mamoudou Ibra Kane, avec le recul et après réflexion, oui, changeriez-vous de position? Non, Baye Omar. Je crois que d'abord, il faut dire qu'à un moment donné, nous avons réfléchi au sein du mouvement Demain c'est maintenant sur ce que nous pouvions faire pour notre pays, au-delà de ce que nous sommes, de ce que nous avons toujours été,
me concernant en tant que journaliste pendant une trentaine d'années. Et on s'est dit, mais oui, pourquoi pas un peu plus d'engagement, sauter le pas pour apporter notre contribution. Parce que de toute façon, Baye Omar, l'engagement politique, je crois, pour qu'il soit pertinent, pour qu'il soit efficace, qu'il soit finalement important pour la population, il faut aussi une forte dose de citoyenneté. Nous avons pensé que cette citoyenneté devrait être au début, à la fin, et j'ai envie de dire au milieu de tout engagement, plus particulièrement de l'engagement politique. Nous avons réfléchi au niveau donc du mouvement Demain c'est maintenant. Nous avons estimé que le temps était venu effectivement de sauter le pas. Au fil du temps, nous avons également pensé que notre candidature pouvait être pertinente parce que porteuse d'espoir, parce que nous avons également estimé que le Sénégal avait besoin d'une chose. C'est ce que nous appelons la co-construction. Nous avons analysé les forces en présence, le paysage politique, et nous avons eu le sentiment que chacun n'était intéressé par qu'une chose, par qu'une seule chose, tirer la couverture de son côté, au risque de mettre notre pays dans une situation difficile, une situation d'instabilité, ou une situation où la paix sociale pouvait être remise en cause. Il faut le dire, nous avons quand même vécu des moments extrêmement difficiles, avec des dizaines de morts, avec des centaines de personnes blessées, mutilées, mais aussi avec des destructions massives. Tout cela, nous avons pensé que c'est parce que de part et d'autre, il y avait des extrêmes qui s'affrontaient. Et que si nous continuons à nous bagarrer de cette façon, au lieu de le faire dans le cadre purement démocratique, en veillant à la stabilité du pays, en veillant également à la paix sociale, qui ont toujours caractérisé cette paix, cette stabilité, caractérisé notre pays, que ça pouvait être extrêmement désastreux pour le pays. Au fil du temps, nous avons donc estimé devoir nous présenter devant les Sénégalais avec notre candidature autour de l'idée de co-construction. Et j'avoue que je n'ai aucun regret, nous n'avons aucun regret, c'est une décision, c'est vrai, on a tendance à dire une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme, pourquoi pas d'une femme avec son peuple, mais il faut dire que c'est une décision qui a été mûrie au sein du mouvement Demain c'est maintenant. Aujourd'hui, nous avons décidé de retirer cette candidature en donnant un certain nombre d'arguments. Je pense qu'il y a une chose que personne ne peut nier. Baye Omar Gueye, on a quand même une floraison de candidatures. Quand on dit aujourd'hui au Sénégal que nous avons plus de 260 candidats, on est passé en 2019 d'à peu près 80 à 260, c'est-à-dire du simple au triple. Plus maintenant, le parrainage, on avait pensé que c'était la trouvaille du siècle, mais on se rend compte que ce parrainage, il est non seulement biaisé, mais il est piégé, ce que les gens ne disent pas, Baye Omar. Et je pense qu'on doit le dire. Et quelque part, ce n'est pas une façon de vouloir justifier coûte que coûte pourquoi je retire ma candidature. Le parrainage est devenu un grand business. Vous l'avez constaté sur le terrain? Mais absolument. Il est vendu, et parfois à coups de millions. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'absolu, aujourd'hui, quelqu'un peut acheter des parrainages. S'il a la chance de passer, et il peut devenir demain président de la République. Que faisons-nous des valeurs que nous clamons sur tous les toits? Que faisons-nous de toute cette histoire démocratique que connaît le Sénégal depuis plusieurs siècles maintenant? Je crois que cela a fait que nous avons réfléchi froidement et nous avons
pris la décision de retirer notre candidature parce que nous n'avons pas envie de participer à la banalisation de la fonction présidentielle. À la que désacralisation. À sa désacralisation, oui. Parce que qu'est-ce qu'on dit du président de la République? Oui. Nous le répétons tous les jours, c'est la clé de voûte de nos institutions. Oui. Voilà que nous sommes en train de désacraliser cette clé de voûte justement de nos institutions. Alors, Mamoudou Ibrakan, est-ce que ça n'aurait pas pu vous permettre, étant donné que dès le départ, vous avez mis l'accent sur la citoyenneté, de pouvoir encore une fois, si besoin en était, de renforcer cette culture jusqu'à ce que finalement dire non, c'est-à-dire s'opposer à ceux qui utilisent l'argent pour acheter les consciences, vous aurez eu gain de cause avec votre élection en passant le filtre du parrainage. Justement, nous nous sommes abstenus d'acheter mais en mettant l'accent sur la citoyenneté. Mais absolument, c'est ce que nous sommes en train de faire, parce que le retrait de notre candidature... Le retrait de notre candidature, c'est une façon également de dire, mais attention, il y a des choses qui se passent. Première chose. Deuxième chose, le retrait de notre candidature ne veut pas dire que nous nous retirons du champ politique. Nous y sommes, nous y restons. Nous restons acteurs et actifs parce que nous pensons que nous sommes à un tournant extrêmement important. Tout nous dit aujourd'hui, au plan économique, au plan social, au plan politique, comme au plan diplomatique, que le Sénégal est à un tournant important. Et je pense que le pays a besoin de nous tous, qu'on soit engagé politiquement ou pas. L'essentiel, c'est de savoir qu'on est tous concernés et en tant que mouvement Demain c'est maintenant, nous comptons jouer notre partition jusqu'au bout. Maintenant, c'est déjà parti. Mamoudou Ibrakan, vous mettez l'accent sur la citoyenneté. Ça fait quelques 4 ans, lorsqu'il était question de parler de vos 2 ouvrages autobiographiques, que vous mettiez l'accent sur la citoyenneté. Cette citoyenneté vous a permis aujourd'hui de franchir le pas pour aller solliciter les suffrages des Sénégalais. C'est encore reporté. Oui, aujourd'hui, que reste-t-il de ce citoyen? Avez-vous l'impression que ce citoyen est suffisamment outillé pour justement prendre son destin en main? Parce que ça nous permet après de parler de l'émigration et tous ces problèmes auxquels sont confrontés les citoyens. Ce citoyen a d'abord besoin d'éducation. Il a besoin de formation. Il a besoin d'accompagnement. Il a besoin de retrouver ce qui fait sa vraie identité. Baye Omar, je crois que la question de l'identité, elle est centrale. Et nous avons intérêt à y travailler davantage. Nous sommes dans un monde de compétition. Mais un monde où chacun vient avec ce qu'il a. Et ce qu'il a, il doit faire en sorte que cela puisse peser sur la balance. Senghor parlait du rendez-vous du donner et du recevoir. Quand on reçoit, on doit également pouvoir donner. Or, ce que nous pouvons donner en tant que Sénégalais, c'est ce qui nous fait, ce qui fait notre identité. Il faut qu'on revisite notre histoire. Notre histoire, elle est souvent racontée par d'autres. Elle est même datée, et c'est un piège. En plus d'être un leurre, c'est un piège. Elle est datée de 1960. Or, quelles sont nos références? Nous, Sénégalais, quand nous parlons. Souleymane Baal. Nous parlons de Souleymane Baal, nous parlons de Eliman Boubacar Kane, nous parlons de Lat Dior, de Alouine Sitoé Diatta, nous parlons de nos grands vénérés, de nos guides religieux. Cheikh Oumar Al Fouti, Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick, Mam Limamou Laye, Baye Niass, Mam Bou Kounta Ndiassane, le cardinal Hyacinthe Thiandoum, et bien d'autres. Mais si nous faisons un peu attention, nous parlons de gens dont la plupart n'ont pas vécu l'indépendance en 1960. Ça veut dire donc que notre histoire est plus ancienne. Il faut qu'on revisite donc cette histoire parce qu'elle est porteuse de valeurs, elle est porteuse de culture, elle est porteuse de savoir et de savoir-faire et également de savoir-être. C'est cela qui fera l'identité du Sénégalais. Quand vous dites il est chinois, cela évoque forcément quelque chose chez vous. C'est un Américain.
la même chose. C'est un Russe. La même chose. Et c'est un Sénégalais vous renvoie à quoi? Mais justement, il renvoie au Sénégalais, mais il a besoin de fortifier cette identité, de la marquer davantage pour qu'elle pèse davantage. C'est pas le cas pour l'instant. Nous avons le sentiment, parfois d'être un peu perdu. Oui, on a le sentiment d'être un peu perdu, mais pour moi, rien n'est perdu définitivement si chacun de nous joue le jeu en allant dans le sens justement de faire en sorte que ce citoyen sénégalais soit conscient d'abord de ce qu'il représente, de ce qu'il peut faire et de ce qu'il doit faire. Et je crois que de ce point de vue, c'est un travail de longue haleine, c'est vrai. Au début, les gens peuvent ne pas comprendre, ils peuvent ne pas peut-être voir tout de suite les enjeux, mais les citoyens, ils doivent être encadrés. Mais en les respectant, il ne faut pas croire aussi que c'est des gens qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe, qui ne comprennent pas. Moi, je pense aujourd'hui, effectivement, et ça, il faut le retenir, il y a un besoin de rupture qui est très profond et très bien ancré au sein de la population. Vous avez analysé en mettant l'accent sur les références historiques, mais il y a à faire froidement le constat aujourd'hui, Mamoudou Ibra Kane. L'émigration irrégulière vous inspire quoi en termes de responsabilité dans ce qui arrive à cette jeunesse aujourd'hui? Ce que cela m'inspire, c'est que c'est d'abord une chaîne de défaillance. Je crois qu'on ne peut pas ne pas pointer la défaillance de l'État. Quoi que l'on dise, la responsabilité de l'État, elle est centrale, elle est extrêmement importante. Parce que c'est l'État qui doit créer les conditions d'épanouissement. Je ne dis pas que l'État doit donner un emploi à tout le monde, mais au moins les conditions d'épanouissement. Justement, cette identité dont je parlais, cette fierté que nous devons éprouver et cette résilience que nous devons avoir, quelles que soient les difficultés, en disant c'est notre pays, nous n'avons pas le droit de le fuir. Première chose, défaillance de l'État. Mais défaillance de la société dans sa pluralité. Et dans sa diversité. Et dans sa diversité. Cela également, il faut le dire. Mais défaillance aussi au niveau des familles, Baye Omar. Quand vous entendez qu'il y a des familles qui cotisent pour permettre aux jeunes de partir, ou parfois presque la moitié de la famille de partir, parce qu'on voit dans ces pirogues, on vous parle des jeunes, on parle de femmes, on vous parle parfois de l'époux, de l'épouse, on parle d'enfants. Je veux dire que ça également, il faut interpeller nos familles, mais il faut interpeller aussi. Tout à l'heure, je parlais du business du parrainage. Il y a un business aussi de l'immigration, de la migration irrégulière, parce que les gens payent de l'argent. Et cet argent-là, il est récolté par certains qui organisent les voyages, donc les convoyeurs. Je crois qu'il faut qu'on en revienne aux fondamentaux dans notre société. Donc que l'État joue son rôle en créant les conditions d'épanouissement, que la société soit également consciente de sa responsabilité. L'éducation, comme j'ai dit, d'ailleurs à divers niveaux, à travers l'école française entre guillemets, à travers l'école coranique, à travers l'école de la République, je voulais dire plus exactement, mais aussi que les familles également s'interrogent sur leur responsabilité. Mais les jeunes, j'en arrive aux jeunes. Les jeunes, il faut leur parler, Baye Omar. Et les écouter. Il faut les écouter. Il faut les écouter. Ils ont des choses à dire. Il ne faut pas tout le temps dire, bon, voilà, j'ai entendu des commentaires de ce genre d'ailleurs, à la suite de la publication du dernier recensement démographique. 75% de la population a moins de 35 ans. J'ai entendu dire, ah, mais voilà, la bombe jeune. Les jeunes sont une bombe. Vous voyez leur nombre. Non, a priori, ce n'est pas une bombe. A priori, c'est une opportunité. Je pense qu'il faut positiver. Il faut prendre cela sous le bon angle, écouter les jeunes, mais aussi leur parler. Leur parler aussi en leur disant un certain nombre de vérités. Baye Omar, est-ce que vous ne pensez pas que quand on est capable de mobiliser
des centaines de milliers de francs, parfois des dizaines de millions de francs, vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec? C'est possible de faire quelque chose. Mais il faut effectivement que les conditions soient réunies pour permettre aux citoyens d'investir, mais aussi de sécuriser leur investissement en entreprenant. Non seulement ils s'auto-emploient, mais ils créent également des emplois. Je pense que c'est un mouvement d'ensemble. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous, au niveau du mouvement Demain c'est maintenant, nous ne nous contentons pas seulement de faire des critiques, de faire des constats. Nous pensons qu'il faut organiser justement des assises nationales ou une conférence nationale sur la migration et la diaspora. Parce que la diaspora, elle doit également justement être intégrée dans la réflexion, associée dans la réflexion sur la migration. En amont. Et non en aval. Parce qu'elle a également des choses à dire. Elle a des expériences à partager. Elle a certainement des choses à dire à ces jeunes qui pensent que l'Eldorado, c'est de l'autre côté, alors qu'il n'y a pas que des choses agréables dans l'immigration. Il y a des métiers que ces jeunes acceptent d'exercer là-bas à l'étranger, qu'ils refusent d'exercer ici. Pourquoi? Donc il faut les écouter, mais il faut leur parler. Alors, pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez Objection, qui reçoit Mamoudou Ibra Kane, Demain c'est maintenant, vous en êtes le président. Alors Mamoudou Ibra Kane, le fil conducteur est dessiné. On a commencé par parler de la citoyenneté. On a également renvoyé justement à nos auditeurs la question de leur propre identité pour déboucher sur la co-responsabilité, entre-temps insister co-responsabilité et co-construction. Voilà ce que nous mais justement, Mamoudou Ibra Kane, nous y restons, mais faudrait-il trouver le bon leader? Le leadership dans la construction de ce tissu est important pour le commun vouloir de vie commune. Absolument. Le leader et le leadership d'ailleurs, de mon point de vue, il se construit. Il se construit par d'abord l'exemplarité. Il se construit par l'empathie. Parce que, comme disait l'autre, quand le chef dit allez-y, le leader dit allons-y. Le leader, il est en osmose avec la population. Il est à la disposition de la population. Il incarne l'espoir aussi, quelque part. Parce qu'on ne peut pas être leader si on n'incarne pas quelque part l'espoir. Je crois que ce leadership, sans aucune prétention, sans donner de leçons à qui que ce soit, si nous voulons le construire, cela veut dire que chacun de nous doit quelque part faire son introspection en se disant, justement, puisque nous parlions de la migration irrégulière, Baye Omar, est-ce que quelque part, cela ne s'explique pas aussi par une crise de leadership? C'est pourquoi la question vous est posée. Parce que si les jeunes, on dit, ils ne sont pas contents, ils n'ont plus aucun espoir. Mais justement, c'est dans le mécontentement aussi, quelque part, qu'ils identifient quelqu'un ou quelques-uns qui incarnent un certain leadership. Et cela veut dire quoi? Cette question du leadership, elle interpelle aussi bien les gouvernants comme les gouvernés. Les gouvernés comme les aspirants. Comme les aspirants. Autrement dit, ceux qui veulent gouverner demain. C'est une question qui nous interpelle. Et je crois que cela est possible. Le Sénégal, quand même, à travers l'histoire, a eu des gens qui incarnaient un certain leadership. Mais justement, quand ils parlent, on les écoute, on les entend et on les suit sans être contraint. Pourquoi? C'est pour ça que je dis l'exemplarité, elle est extrêmement importante. La justice, elle est importante. Parce que la République juste et exemplaire, c'est celle-là qui permet à ce leadership d'émerger. Justement, vous avez même insisté sur l'empathie, c'est important également. Justement, Mamoudou Ibra Kane, en parlant de leadership, c'est l'occasion de vous poser la question sur le mode de gouvernance traversé par le Sénégal, par ses différents présidents, de Senghor à Macky Sall, en passant par Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. Le mode de gouvernance de ces différents présidents
pour le comparer à la gestion du président Sall de maintenant? Que devons-nous retenir? Alors, ça va nous... ça va pas nous prendre toute une émission. Oui, absolument. C'est ce que je disais. On va faire juste une oui, synthèse. On sera obligé de remonter à très loin. Mais je pense qu'aussi les contextes, il faut les dissocier. Oui. Le contexte de Senghor n'est pas forcément celui de Abdou Diouf, même si, comme on disait à l'époque, il y avait une continuité ou un changement dans la continuité. Après est venu le contexte d'Abdoulaye Wade, de son magistère, qui est également quelque peu différent du contexte actuel, donc qui correspond à la présidence Macky Sall, même si quelque part Macky Sall était également le produit un peu du régime libéral. Et il a même eu à poursuivre certains chantiers du président Abdoulaye Wade. Moi, j'ai tendance, souvent, en répondant à cette question, parce que j'essaie de synthétiser, je ne suis pas là à distribuer des bons et des mauvais points, pour la bonne et simple raison que si on ne tient pas compte du contexte, on fait fausse route. Moi, j'ai tendance à dire, certes, le Sénégal a beaucoup construit, de Senghor à Macky Sall en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Le chaînon manquant de mon point de vue, c'est ce qui résulte de notre analyse au niveau de demain, c'est maintenant, c'est qu'on a très peu co-construit. Co-construire, ça veut dire associer le citoyen au processus de décision. Associer le citoyen pour qu'il s'approprie ce qui se fait. Associer le citoyen pour qu'il soit habité et animé par le sentiment d'appartenance. De ce fait, le bien commun, comme nous le disons, ou le mbed de bourg, ce ne sera plus le mbed de bourg, mais ce sera la chose qui nous est commune. C'est la chose publique, c'est la chose que tout le monde doit respecter. Parce que cela nous appartient. Cela nous appartient parce que nous l'avons tiré de nos ressources. Quand nous construisons un pont, un autopont, une autoroute, une route, un aéroport, une voie de chemin de fer, le BRT, d'ici quelques mois, c'est des ressources importantes que cela mobilise. Et parfois, c'est même de l'endettement lourd. Aujourd'hui, on vous parle de plus de 14 000 milliards de francs CFA. On est à près de 75% du PIB, au-delà de la norme de l'UEMOA fixée à 70%. Le problème, c'est même pas au fond l'endettement, mais on s'endette pour quoi faire? On s'endette pour faire des choses utiles. On s'endette pour faire des choses dans lesquelles les citoyens se reconnaissent parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont en train justement d'avancer, de s'épanouir économiquement, de s'épanouir socialement. Ils sentent le pays bouger. Je ne dis pas que rien ne bouge, mais je crois que depuis cette indépendance en 1960, encore que moi, je n'aime pas trop cette datation de notre histoire. Moi, je veux qu'on aille au-delà. Mais c'est une question de démarche. Depuis 1960, si nous en sommes là, je pense que cela veut dire que nous n'avons pas assez fait en termes de co-construction. Vous entendez souvent nos anciens dire le Sénégal a raté son décollage économique lors de la crise, avec la crise Senghor et Mamadou Dia. Et ce discours, jusqu'à présent, nous le tenons. Est-ce que nous en avons tiré les leçons? Est-ce que nous en avons tiré les enseignements? Ma réponse, non, oui. On n'a pas assez tiré de leçons de cette crise. Et quelque part, elle nous poursuit. Oui. Parce que le malentendu historique, il est toujours là. Et pour corriger ce malentendu, c'est justement à travers la co-construction qui est non seulement aujourd'hui, qui doit être au cœur de la définition et de la mise en œuvre des politiques publiques, mais aussi même dans le management des entreprises privées. Aujourd'hui, la co-construction, c'est un instrument que les États ont intérêt à utiliser, que les entreprises également ont intérêt à utiliser, parce que rien ne peut se faire aujourd'hui sans le citoyen. Autrement, ce que vous créez, si vous ne faites pas de la co-construction, c'est le sentiment de destruction. C'est ce à quoi nous assistons. Vous pensez que toutes ces casses, ces destructions auxquelles nous assistons depuis mars 2021 et peut-être même bien au-delà, que c'est quelque chose qui relève du hasard? Non. Je pense que nous n'avons pas suffisamment associé le citoyen et cela nous retarde, cela d'autant plus
Est-ce que vous savez que ce que nous avons vécu là, il n'y a pas longtemps, cette violence, ça a eu un impact sur le taux de croissance. On a perdu presque 1,5 point de taux de croissance. Je crois qu'il faut que les gens se ressaisissent, que les gens se parlent. Parce que la démocratie, c'est vrai, elle demande que nous nous accrochions chacun de nous à nos convictions, que nous ayons notre vision des choses. Parce que l'unanimité ou l'unanimisme n'est pas bon. Mais la démocratie, c'est aussi la discussion, c'est le dialogue. Mais Mahmoud Ibra Kane, le citoyen, parlons-en maintenant. Le citoyen, d'abord, on a parlé moyen d'État, mieux d'État. Ensuite, on a parlé d'ajustement structurel. Oui. Ensuite, endettement. Aujourd'hui, ce citoyen, n'avez-vous pas l'impression qu'il a lui-même besoin d'autonomie et d'émancipation? Au regard des mutations en cours un peu partout en Afrique, ils sont debout, ils bougent, ils sont mobilisés et justement dans la déconstruction. Finalement, à qui imputerez-vous cette responsabilité? Qu'on en soit là, que le citoyen lui-même est debout pour au moins marquer son indépendance et son autonomie. Oui, moi je pense qu'il faut comprendre le message. Le message, c'est qu'il y a une forte aspiration à rompre avec le passé colonial. Parce que si vous parlez des citoyens... Et puis ce mode de gestion aussi qui n'est pas conforme aux besoins des jeunesses africaines. J'en viens d'ailleurs. Nous parlions tout à l'heure de la jeunesse de la population sénégalaise. À l'échelle du continent, c'est la même observation. Ces jeunes-là, ils ne savent pas 1960. Hein. Ils sont nés bien après. Donc, ils sont connectés au monde. Parfois, dans leurs soirées qui se prolongent jusque tard, dans la nuit, ils sont en connexion avec des Chinois, des Américains, des Canadiens, des Russes, des Français, d'un peu partout. Je crois que cela, il faut que les gens le comprennent, à commencer par nos dirigeants. Cette forte aspiration des populations africaines, plus particulièrement des jeunes, à marquer la rupture. Mais cela doit également s'accompagner d'une redéfinition de nos politiques de développement public. De nos politiques publiques. On ne peut pas tout le temps dépendre de l'aide. Je pense que ça, d'ailleurs, c'est un terme qui doit disparaître. Sankara avait dit, nous avons besoin, si on devait parler d'aide, nous avons besoin d'une aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Quand est-ce que nous allons nous passer de l'aide? Je crois que ça, c'est extrêmement important. Mais la deuxième chose, Baye Omar, nous dépendons encore pour notre développement, en tout cas en termes de financement, beaucoup des puissances étrangères, mais à tort quelque part, Baye Omar. Mais nous avons toutes les ressources possibles, imaginables et même inimaginables, nous les avons. Ces ressources, il faut qu'elles soient exploitées par nous-mêmes, mais ce qui n'exclut pas qu'il puisse y avoir des partenariats. C'est clair. Nous sommes dans un monde ouvert. Vous allez même aux États-Unis, première puissance, vous trouverez des entreprises chinoises, une bonne partie peut-être même de l'économie américaine, elle tourne grâce peut-être à la Chine. C'est pas ça le problème. Mais c'est toujours une relation d'équilibre. C'est une relation même parfois égalitaire, ou à défaut au moins équitable. Je pense que c'est cela qu'il faut rétablir. Aujourd'hui, quand on va penser qu'on doit systématiquement s'endetter, alors que si nous avions beaucoup plus travaillé sur l'épargne, nous aurions pu lever des fonds importants ici au Sénégal, qui peuvent être bien entendu complétés par des partenariats, soit publics, soit privés, mais il faut que nous ayons une souveraineté plus marquée, pour ne pas dire entière, sur nos ressources. On parle du pétrole, on parle du gaz, mais avant cela, on parle même du pétrole et du gaz qui n'est pas encore là. Mais parlons des ressources qui sont déjà là. Parlons de l'or, parlons du zircon, parlons juste du poisson, parlons du phosphate. Oui. Des sociétés comme les ICS.
Les ICS, vous voyez ce que sont devenus les ICS. C'est l'exemple typique de la mauvaise gestion. Et c'est désolant finalement à y regarder de près. Et je ne le pense pas forcément, mais il y a des gens qui disent mais de quoi finalement nous sommes capables. Mais comment nous pouvons avoir un fleuron, avoir tous ces atouts, tous ces avantages et nous retrouver dans une situation où aujourd'hui le sentiment le mieux partagé chez les jeunes, c'est de dire je pars, je fuis le pays. Oui, la déception totale. Le désespoir. Finalement, c'est même quelque part, c'est une honte nationale. Un échec, une honte nationale. Il faut qu'on se ressaisisse. Et il est possible, moi, de mon point de vue, si nous décidons, mais sérieusement, de revoir notre façon de faire. Il est possible de changer totalement la donne. Besoin de transformation, dites-vous. Besoin de transformation. Aujourd'hui, il est dit la théorie des 1% qui capitalise toutes les ressources au détriment de la plus grosse majorité. Mamoudou Ibra Kane, vous avez parlé de gestion, justement la question de la redevabilité. Mais qu'en est-il de la redistribution des ressources? Là également, quel sentiment avez-vous? La justice sociale, il nous faut une république juste et exemplaire. On vous dit que le pays traverse des difficultés. Le pays, du point de vue économique, toute proportion gardée, est dans une situation où on constate un certain nombre de blocages dans plusieurs secteurs. Vous êtes dans l'entreprise, nous savons de quoi nous parlons. Il n'y a pas longtemps, on a parlé d'une dette intérieure, dette due aux entreprises sénégalaises de 300 milliards de francs CFA. Donc personne ne peut nier aujourd'hui, pour recouvrer les dettes, qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont touchés, affectés. Passer pourtant la pandémie, on nous dit encore la crise russo-ukrainienne, c'est vrai qu'il y a un impact sur, par exemple, l'inflation, le renchérissement des prix d'un certain nombre de denrées, le coût de la vie donc, mais bon, ça veut dire aussi que, parce que qu'est-ce que nous produisons? Il faut des réponses endogènes, on ne peut pas tout le temps dépendre de l'extérieur. La transformation, vous en parliez tout à l'heure, il faut industrialiser ce pays, il faut aller vers une décentralisation économique. Mais j'étais en train, en répondant à votre question, dire pendant que certains se plaignent, d'autres rasent gratis. Et le plus souvent, quand on observe bien, ce n'est pas le fruit de leur activité économique tangible. Comment on peut l'expliquer? Selon ce qu'on Je crois qu'il faut que les gens comprennent que la source d'enrichissement pour un citoyen dans un pays, c'est le travail, c'est l'activité dans l'entreprise privée, dans le privé. Ce n'est pas dans le public qu'on doit s'enrichir. Le public, il crée des opportunités pour tout le monde. À partir de cet instant, si nous comprenons sur l'importance d'asseoir une république juste, équitable et exemplaire, là, je pense que nous créerons la rupture et cette transformation dont vous parliez tout à l'heure verrait le jour. Et cela ne devrait-il pas passer par une république bien organisée? Quand je parle de république, je parle de l'administration. Aujourd'hui, quelque part en démocratie, il est dit que la justice est et reste un pilier essentiel en démocratie. Au regard du fonctionnement de notre administration, quelle réponse vous avez par rapport justement à cette justice dont il est dit qu'il y a quand même des réformes nécessaires à faire? Oui, ces réformes au sein de la justice, j'avoue que ce n'est pas la première fois qu'on en parle. On a même l'impression qu'à chaque fois, c'est des rendez-vous qui sont au regard des faits. Je donne des faits avec ce qui se passe entre la DGE et la Sénat. Aujourd'hui, il y a une décision de justice qui est sortie
qui, Oui, justement, oui. et le débat à l'intérieur de nos juridictions C'est ça. laisse passer des hypothèses aussi. Oui, votre question est plus Oui. précise. Vous parliez de réformes, c'est pour ça que Exactement. je disais qu'à chaque fois, ces réformes, on en parle, mais à chaque fois, elles sont renvoyées Oui. au calendrier C'est pour sénégalais, déboucher pour ne sur pas les dire faits au calendrier d'actualité après, grec. oui. Maintenant, pour parler de l'actualité, Oui. moi, j'ai eu à le dire. J'ai dit, il faut respecter les décisions de justice. Réagissant hier, alors qu'on était à la veille des deux verdicts, Oui. le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO et de celui la de la Cour suprême sur oui. la candidature de M. Ousmane Sonko, j'ai dit, j'invite les partis à respecter les décisions qui seront rendues, à s'abstenir de toute violence. Bien entendu, si une décision de justice est rendue, qu'elle plaise à l'administration ou qu'elle lui déplaise, cette décision doit être respectée. Elle doit être respectée également par tout autre citoyen qui est également un justiciable, qui a saisi la justice parce qu'il a estimé que ses droits ont été lésés. Si une décision est rendue, cette décision doit être respectée. Maintenant, il faut également dire que dans un état de droit, il y a des procédures. Une décision Et un timing aussi. et un à timing, respecter. une décision Oui. est rendue aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait, c'est votre droit de ne pas être satisfait, c'est votre droit de dire même que c'est une mauvaise décision si vous voulez, mais n'oubliez jamais qu'il y a des voies de recours qui sont prévues. Ça ne peut se régler que dans ce cadre-là, ça ne peut pas se régler autrement. Ce qui s'est passé concernant la DGIE, la Sénat, oui. après la décision qui a été rendue par le tribunal de grande instance de Ziguinchor, tout le monde l'a constaté. Il y a eu un débat, mais moi je le mets dans le cadre du débat démocratique. On a eu des réactions qui ont consisté à dire que la DGE a tort de ne pas donner à M. Et elle a Ousmane tort Sonko ses aussi. fiches de parrainage. Elle a tort, vous en convenez. Elle a tort, je ne peux pas le dire comme ça, by Omar Gueye. Mais justement, Non, au regard du oui, droit, si oui, vous non, non, disiez tout pourquoi- à l'heure qu'on oui. doit respecter les décisions de justice, Oui, allons oui. jusqu'au bout. Oui, non, Oui. attendez, faisons Oui. la part des choses. J'ai dit, une décision de justice, elle est rendue, elle doit être respectée, mais la décision de justice également, elle peut être attaquée. Il y a eu un débat qui s'est posé, parce qu'on ne peut pas faire fi également du débat qui s'est posé, by Omar Gueye. Le débat qui s'est posé, c'est de dire monsieur Ousmane Sonko doit tout de suite avoir ses fiches de parrainage et aller chercher son parrainage comme tout le monde. Il y a une autre partie qui a dit non, c'est une décision qui ne peut pas être appliquée, en l'occurrence le directeur général des élections, qui a dit dès l'instant, moi je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit, je suis en train de mettre sur la table les arguments, qui a dit dès l'instant que M. Ousmane Sonko est radié des listes, il ne peut pas lui donner la fiche de parrainage pour la bonne et simple raison, pour avoir une fiche de parrainage, il faut être électeur. Tout un débat. Et c'est pour cela d'ailleurs, si nous poussons les choses plus loin, que M. Ousmane Sonko et ses avocats ont saisi la Sénat pour dire que la Sénat, puisque la DGE refuse de s'exécuter et d'exécuter une décision de justice, la Sénat n'a qu'à se substituer à la DGE. La Sénat a déjà rendu une décision en interpellant la direction générale des élections en disant il faut lui remettre ses fiches, sauf, il y a eu quand même une précision, sauf si la loi s'y opposait. C'est sur ces entrefaites que finalement le président de la République a pris la décision de renvoyer les membres de la Sénat. Moi, si vous voulez mon sentiment, oui, je trouve que le moment n'était pas bien choisi. Parce que si on met comme argument dès le départ que le mandat des membres de la Sénat avait expiré, mais cela a expiré depuis très longtemps. Combien de fois nous en avons parlé dans les médias, ça a été dit, l'alerte a été sonnée. Pourquoi c'est à ce moment précis où la Sénat était sur le point
de connaître de ce dossier après le refus de la DGE de s'exécuter. Pourquoi? C'est à ce moment-là que la décision donc de changer les membres de la Sénat a été prise. Moi, je trouve que c'est une décision qui est mal tombée parce que le contexte ne s'y prêtait pas, et c'est ce qui explique, et pour moi, a raison quelque part, que les gens aient émis des doutes assez forts sur la démarche qui a été la adoptée. dernière décision de la Cour suprême, justement, de casser la décision de l'instance de Ziguinchor pour justement renvoyer l'affaire au tribunal de grande instance de Dakar, vous inspire quoi également à ce niveau? Moi, je pense que ce double verdict était très attendu. Il était très important, aussi bien pour l'État du Sénégal que pour Ousmane Sonko, qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Un double verdict. D'abord, le premier, c'est celui de la Cour de justice de la CEDEAO qui a rejeté, estimé, en tout cas, qu'il ne s'est pas prononcé sur la radiation. Et c'est pour cela que c'est intéressant dans l'analyse, parce que la Cour a dit dès l'instant que les juridictions sénégalaises sont saisies, elle ne peut pas se prononcer sur la radiation. En revanche, elle a estimé que les droits de M. Ousmane Sonko n'ont pas été violés en ce qui concerne la dissolution de PASTEF. N'est-ce pas? Oui. Plus tard dans la journée de vendredi, il y a eu le verdict de la Cour suprême qui a cassé l'ordonnance du juge du tribunal de grande instance de Ziguinchor pour renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Dakar. Je pense qu'il faut en prendre acte. Maintenant, si les parties ne sont pas contentes ou une des parties n'est pas contente, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des voies de recours. De mon point de vue, c'est une lecture. Non seulement il y a ce nouveau jugement qui est attendu du tribunal de grande instance de Dakar, on ne sait pas ce qui va se passer. Je crois que tout n'est pas perdu, en tout cas du point de vue du principe, surtout que la Cour de justice de la CEDEAO a dit dans sa décision que une fois, c'est comme ça, c'est une interprétation logique. Une fois que les juridictions nationales se seront prononcées sur la radiation, alors là, nous pouvons connaître d'un éventuel recours portant sur la radiation. Maintenant, la position du mouvement de Messé maintenant sur la question de cette élection présidentielle, c'est que nous disons il faut une élection libre, démocratique, transparente et inclusive. Nous l'avons toujours dit, parce que nous pensons que le principe, quand on parle d'une élection, c'est le principe de la participation. Alors, ce n'est pas le principe de l'élimination. Si quelqu'un devrait être éliminé, je ne dis pas que les 18 millions de Sénégalais peuvent tous être candidats. Il y a un certain nombre de règles à observer, des critères qui sont définis. Si quelqu'un doit être éliminé, il doit être éliminé dans les règles de l'art et non à travers des manipulations ou des tripatouillages. Oui, mais justement, Mamoudou Ibra Kane, pour rappeler que vous suivez votre émission Objection, demain c'est maintenant, justement, que vous dirigez. Alors aujourd'hui, Mamoudou Ibra Kane, j'ai lu un tweet dans lequel il était question de votre rapprochement avec Amadou Ba. Pouvez-vous dire aujourd'hui à l'opinion quelle est votre posture par rapport à la perspective? Oui, un tweet par rapport à Amadou Ba disant que... oui, que vous soutenez la candidature d'Amadou Ba. Oui, mais d'ailleurs, dans les premières heures qui ont suivi, j'ai quand même eu à dire que c'est une information qui n'était pas fondée. Ce qu'il y a, c'est que le mouvement Demain c'est maintenant, quand, après réflexion, nous avons décidé de retirer ma candidature, nous avons également dit que nous étions ouverts à toute discussion pour parler du pays, pour échanger sur les offres programmatiques, pour échanger sur nos visions. Parce que chacun peut dire j'ai ma vision, j'ai mon programme, mais si nous échangeons, peut-être nous allons trouver que nous avons quelque part des comment dirais-je, des recoupements, des convergences, et des compromis. Des compromis dynamiques, mais pas de compromission. Pas de compromission, ça nous le disons, nous le martelons.
Si c'est Amadouba, pourquoi pas Amadouba? Donc c'est open, si c'est quelqu'un d'autre, absolument. Ouvert. Si c'est quelqu'un d'autre, absolument rien n'est exclu. Si c'est quelqu'un d'autre, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Mais nous l'avons toujours dit, autonomie de pensée et d'action. Nous adressons les questions, nous sommes ouverts à la discussion et nous faisons la synthèse, nous prenons une décision que nous assumons comme nous l'avons toujours fait. Avant le bouclage des épargnages ou après? La réflexion est en cours. Il faut dire qu'il y a beaucoup de candidats que nous sommes en train de recevoir. Oui, absolument. Et d'ailleurs, de manière, nous ne le cachons pas, de manière publique, nous avons reçu beaucoup de candidats qui sont voulus soit venir à notre siège ou nous sommes allés leur rendre visite pour échanger et puis nous prendrons nos décisions en temps opportun. Alors, oui, la perspective aujourd'hui. Vous avez un projet soutenu par Demain c'est maintenant. Si vous devrez mettre sur la table 5 chantiers, lesquels pour une meilleure amélioration des conditions de vie des Sénégalais? La co-construction, je le dis et je le martèle, l'industrialisation, la décentralisation économique, Baye Omar, que révèle le dernier recensement, que la majorité de la population sénégalaise, elle est concentrée dans le périmètre Dakar, Thiès, Mbacké aussi et Touba. Cela veut dire qu'il faut décentraliser économiquement les choses. Que les régions soient des pôles de développement. Qu'on crée des industries, qu'on crée des usines, qu'on crée de l'activité économique. Pour non seulement fixer les gens, employer justement les jeunes. Et les moins jeunes aussi. On a toujours tendance à dire les jeunes, parce que nous aussi, dans notre vision de la co-construction, nous disons que les jeunes sont importants, nous disons que les femmes sont importantes, nous disons aussi que les seniors sont importants. Toutes les composantes. Donc, toutes les composantes, décentralisation économique. La question de l'identité, Baye Omar, la question de l'identité, c'est extrêmement important. La lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, parce que la lutte contre la corruption, c'est la bonne gouvernance. C'est une exploitation judicieuse de ton ressource nationale. Justement, on dit que les ressources nationales appartiennent au peuple. C'est constitutionnalisé. Mais pour que cela soit une réalité, il faudrait... C'est pas le cas. Pour moi, ça reste encore. Pour que cela soit une réalité, il faut que, justement, que nous luttions sans pitié. Sans pitié, ni peur contre la corruption. Parlons des règles démocratiques en cours. Quand je parle des règles démocratiques en cours, je veux parler justement de cette compétition en perspective des élections du 25 février 2024. Mamoudi Ibrahim, oui, l'opposition se mobilise face à une coalition gouvernementale également qui a des objectifs. Comment appréciez-vous le rapport de force aujourd'hui? Vous savez, le rapport de force, il est également changeant. C'est quelque chose qui est dynamique. Oui, on peut avoir le sentiment, en tout cas sur la base des décisions de justice qui ont été rendues vendredi, que celui qui est le chef de l'opposition, qui est aujourd'hui emprisonné, Ousmane Sonko, que l'opposition est plus ou moins affaiblie. Quand on va à un combat, on n'a pas gain de cause quelque part. On est un peu affaibli. Mais c'est une opposition également qui s'organise. Mais c'est une opposition, et ce que je dis là, je suis très à l'aise, Baye Omar. J'ai eu à le dire à mes amis du F24, puisque le mouvement Demain c'est maintenant est membre du F24. Vous appartenez à F24? Oui, le membre du F24. Nous l'avions dit, parce que le F24, nous ne considérons pas que le F24 est dans l'opposition, pour être clair. Nous considérons que le F24 est un acteur majeur dans le processus. Souvenez-vous d'abord, le point focal sur lequel nous nous sommes concentrés, c'était la question du 3e mandat. Oui. Vous vous étiez opposé farouchement. Le président de la République ne s'est pas représenté. Moi, j'ai eu à dire à mes amis du F24 justement, il faut qu'on revoie notre stratégie. Parce que le président sortant n'est pas candidat.
C'est une situation inédite. Il ne faut pas continuer à en faire un adversaire comme non, attendez, je termine. Il a son candidat. Oui, il a son candidat. Mais attention, Baye Omar. Vous savez, c'est important. Quand un fait majeur se produit, je viens d'arriver dans la politique, mais la politique, elle ne m'est pas totalement étrangère, Baye Omar. Combien de gens avons-nous reçus autour de notre micro? Quelque part, nous connaissons aussi la psychologie des politiques, comme nous avons d'une certaine façon une connaissance intime de la vie politique de notre pays. Mais quand un fait majeur se produit, il faut l'analyser. Il faut revoir sa stratégie. Mais si vous continuez dans la même dynamique, moi je crois que dès les premières heures de l'annonce de la décision du président de la République de se retirer de la course, le F24 aurait pu demander une audience séance tenante pour discuter du processus électoral, pour discuter des règles du jeu. Je vais vous dire une chose, Baye Omar. Notre mouvement a répondu favorablement à l'appel au dialogue du chef de l'État, tout en étant opposé à la question de la troisième candidature qui lui était prêtée. Et les gens sont allés même plus loin, jusqu'à diaboliser ceux qui ont accepté d'aller au dialogue. Conséquence, non seulement cette stratégie, nous ne l'avons pas revue, et d'ailleurs j'invite, et j'espère qu'il m'entendra, le coordinateur Mamadou Mbodj, pour qui j'ai beaucoup de respect, un personnage sympathique, qui a beaucoup d'éthique, qui est très engagé, un patriote. Je l'invite à, pourquoi pas, demander à rencontrer le chef de l'État pour discuter justement d'un certain nombre de questions essentielles. C'est pas trop tard? Je ne sais pas si c'est trop tard ou c'est encore... Il faut le faire, mais mon sentiment, c'est qu'il faudra le faire. Parce que la démocratie, c'est la discussion. La deuxième chose qu'on ne dit pas assez, Baye Omar, le F24 est comme piégé aujourd'hui par les querelles au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. On se réveille pour dire on crée FIT. Et en créant FIT, on dit non, il y a certains opposants qui ne doivent pas en faire partie. On est déjà dans l'exclusion. Or, en même temps, on défend le principe d'une élection inclusive. Je pense qu'il faut qu'on sache ce qu'on veut exactement. Et moi, je crois que cette façon de faire, elle n'est pas bonne parce que c'est des choses qui nous poursuivent après. Comme on dit souvent, dis-moi quel opposant tu es, je te dirai quel président tu seras aussi. Je crois que le F24 doit se ressaisir, doit reprendre les choses en main. Et son autonomie vis-à-vis des différents acteurs. Parce que le F24, il est pluriel. Il est pluriel. Même s'il y a un certain nombre de principes autour desquels nous nous retrouvons. Mais si nous continuons de cette façon, ce n'est pas bon. Or, il y a à peine un an, Yewwi Askan Wi et Wallu, la coalition Wallu, étaient ensemble. Avec des résultats satisfaisants. Oui. Il y en a aujourd'hui qui sont membres du F24, qui sont dans une certaine posture. Et pourtant, ils étaient il y a un an du côté du pouvoir. Moi, je pense que ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je ne suis pas en train de dire on n'a pas le droit de se retrouver dans le camp de l'opposition si on estime qu'on n'est plus à l'aise dans le camp du pouvoir et vice-versa. Je suis en train juste de dire que les principes que nous défendons aujourd'hui, il faut que nous soyons en mesure de les défendre demain. Et que les principes d'hier soient également nos principes d'aujourd'hui. Cela c'est important. Même si je conçois et je concède que la politique, il y a un certain nombre de choses. Bon, parce que c'est la politique, mais quand même il y a un certain nombre de convictions qu'il faut toujours défendre parce que le peuple nous regarde, les Sénégalais nous regardent. C'est justement cette façon de faire qui finit par décourager un certain nombre de gens. Je pense que ça, c'est un appel que je tiens à lancer au F24 et à son coordonnateur pour que le F24 revoie sa stratégie et que la discussion soit mise en avant. Parce que la discussion, elle est extrêmement importante. Elle permet de régler un certain nombre de contradictions, d'avoir un certain nombre de compromis majeurs, y compris sur des candidatures, sans se compromettre.
C'est de la discussion que rejaillit la lumière. Ça a été une fois encore un plaisir, Mamoudou Ibra Kane. Le timing, malheureusement, nous a rattrapés et on aura certainement d'autres possibilités pour aller encore en profondeur. Oui, parce que le débat est open, il est ouvert. Merci encore. Le plaisir est partagé, Barouma Gueye. C'est toujours un plaisir. Oui, partagé. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Au revoir et à dimanche prochain. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaati politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé